Donc c'est artificiel, et puis après on fait un traitement ostéopathique juste après l'intervention, et on compare d'un point de vue histologique. Alors voilà, par exemple, on a fait 2 fois ce travail. Il y avait des choses intéressantes, mais le travail n'était pas assez bien mené, n'était pas assez sérieux pour qu'on puisse en faire une... Alors ça a été publié hein, dans un cahier de l'école vétérinaire, mais il n'était pas d'un niveau assez bien fait. Hein, ouais. Mais on avait investi là-dedans parce que c'était pas trop cher, c'était accessible. Hein. L'autre travail qu'on a fait du point de vue fondamental, c'est lié à la perception de tout ce qui est motile et d'ondes, de vagues, de tout ce que vous voulez au niveau du corps humain. Dans notre démarche, on a considérablement remis en cause la modélisation du mécanisme respiratoire primaire. Alors, entendez bien, là, il faut vraiment séparer la pratique de la modélisation. Ce travail-là doit être fait, et je vous en supplie, faites-le. Nous, en France, on a failli ne plus toucher le crâne parce que les décideurs, législateurs, n'ont rien compris et ils ont lu une modélisation qui date de 1930 et ils ont dit ça ne tient pas la route. Et du coup, on dégage l'excellence de la qualité clinique de l'ostéopathe. Il n'y a absolument pas de mal à dire « je perçois quelque chose, je vous décris ce que je perçois, je décris comment je l'utilise, je décris comment je travaille avec. » Point. Et je ne sais pas comment ça marche. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de dire. Et maintenant, je vous demande, vous, de m'aider à faire des travaux, ainsi de suite. Alors, on a fait ça. On a toujours pareil, recherche de littérature. Par exemple, où on verra ça avec ceux qui seront avec moi, la symphyse cyanobasilaire, on a 1400 cas dans une recherche de littérature avec des références extrêmement sérieuses qui montrent que c'est complètement ossifié à la fin de l'adolescence et que ça commence à s'ossifier après la deuxième dentition, par exemple. Donc, décrire une mécanique crânienne est impossible. Par ailleurs, en continuant nos travaux, on a aussi montré qu'on n'est pas non plus dans la thèse de Mauro-Kelly, c'est-à-dire que ce crâne n'est pas complètement ossifié très vite. Mais ce n'est pas le mouvement qui est décrit. C'est comme ça qu'on a abordé d'autres thématiques de mobilité qu'on a appelées des compliances et qui sont extrêmement intéressantes puisque là, on voit qu'il y a possibilité d'un certain style de mouvement au niveau du crâne et par exemple au niveau de la face jusqu'à la 8e ou 9e décennie. Donc c'est extrêmement intéressant pour nous, il suffit de chercher un peu. Alors pour ce qui est du mouvement de type onde lente, le liquide céphalorachidien, moi jusqu'à présent, alors peut-être faudra m'en montrer, mais j'ai rien vu de probant à ce sujet-là. En revanche, à côté, il y a une quantité d'études au niveau des ondes lentes dans le milieu vasculaire qui sont extrêmement intéressantes et qui se collent complètement à notre pratique. Vous savez, moi, quand j'avais reçu l'information sur le mécanisme respiratoire primaire avec l'axe unique crânio-sacré, ceux qui liront mon livre, vous verrez que ma découverte de l'ostéopathie, c'est en mettant là, j'étais jeune kiné, je ne connaissais rien à l'ostéo, j'ai mis la main sur la tête d'un enfant handicapé et d'un seul coup, ça s'est mis à bouger de manière bizarre. Et ça m'a interloqué. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et j'ai été tout de suite faire des études d'ostéopathie, mais je n'ai pas eu mes réponses. Parce qu'on m'a recadré et on m'a dit, maintenant, le mécanisme respiratoire primaire, c'est comme ça bouge comme ça. Et on m'a collé une dynamique, une biomécanique qui ne correspondait pas à ce que je sentais. Et il a fallu après, en sentant dans tout le corps, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je sens des choses dans le pied. Le LCR vient dans le pied. Alors, j'ai entendu des trucs délirants à ce sujet-là. Hein. C'est pur délire, mais voilà. Et pourtant, ça bougeait, ce pied. Alors, c'est quoi? Et là, j'ai fait la rencontre avec un vieux copain, Yves Laval, qui, lui, bossait à la fac de sciences de Reims. Et il nous a, comme ça, fait contacter des chercheurs qui bossaient sur tout ce qui était ondes lentes dans le corps. Et reprenez cette littérature, vous verrez que... et vous savez depuis quand ça existe? Depuis Jones en 1850. Jones parle du flow motion en 1850 en regardant les vaisseaux au travers des ailes de chauve-souris. C'est avant Steele. Et il y a eu énormément d'études. Gianni, Lundberg, 1860, 1870, tout ça. Il y a eu énormément, Trobering, vous connaissez. Et c'est des études très sérieuses. Tout ça est parfaitement validé. Alors, il y a Intagliata, par exemple, dans les années 80, qui montre la vasomotion, qui nous amène à avoir ce mouvement partout dans tout le corps. Donc on a fait une étude pour montrer que ce mouvement existait à la surface de la peau. Cette étude a été validée, elle a été publiée dans les cahiers de biométrie au niveau du Muséum d'histoire naturelle, qui ne sont pas des gens... Quand on a fait la présentation de cette étude, d'après vous, il y avait combien d'ostéopathes dans la salle? C'était quand même pas inintéressant. Il y avait un, avec moi.
on publie quelque chose sur les ondes lentes dans le corps qui donne du crédit, qui nous permet d'avancer, il y a un ostéopathe que ça intéresse. Enfin, écoutez. Et je peux vous dire que dans le jury, il y avait des gens brillants qui étaient très intéressés par ça, parce qu'on présentait un travail. Il y a notamment, je me rappelle, un cardiologue qui nous a dit de penser, parce qu'il existe aussi des ondes lentes dans le muscle strié, il existe des ondes lentes dans le muscle lisse. Et pour lui, les ondes lentes dans le muscle strié sont intéressantes, parce que quand il n'y a plus d'ondes lentes dans le muscle strié, ce serait un signe précurseur d'infarctus. L'infarctus. C'est même pas sûr qu'on ait raison avec la vasomotion. Hein. Mais c'est travail ouvert. C'est travail ouvert. Donc on a fait toutes ces démarches avec de nouveau des questions. Vous voyez, on sort de là en se posant aussi beaucoup de questions. Petit à petit, on était là-dedans, dans cette histoire scientifique, et puis est arrivée une chose avec les décrets, les reconnaissances, la prolifération des écoles, la multiplication de l'idée ostéopathique dans le grand public. On s'est rendu compte qu'il y avait une chose qui était bien plus urgente, bien plus importante que de faire des études, c'était de préserver le concept ostéopathique. Et là, c'est le chemin, je pense, qu'on doit prendre. On doit, d'un côté, garder ce concept avec vraiment beaucoup de force. Garder le concept, ça ne veut pas dire être un bini-oui-oui sur tout ce qu'on peut raconter en ostéopathie, vous avez bien entendu. Et en même temps, il faut évaluer. Alors pourquoi il faut évaluer? Le plus urgent, c'est le concept et la clinique. Hein, on est d'accord. Mais il faut quand même évaluer, parce que évaluer, c'est quelque chose d'éminemment démocratique. Évaluer, chercher, faire des études scientifiques, c'est discuter, c'est échanger, c'est être critique avec soi-même. Et surtout, c'est important vis-à-vis des patients. Vous sentez bien que si vous n'allez pas dans cette voie scientifique, et faites bien la différence avec la médecine, hein. Je parle de la voie scientifique, c'est-à-dire la voie scientifique, je me pose une question, je n'ai pas la réponse, je me mets en quête de cette réponse, et puis après, à l'aune de la méthodologie employée, on voit si la réponse tient plus ou moins la route. C'est tout, hein, c'est des questions toutes simples. Si on ne fait pas ça, vous voyez bien que très vite, on peut basculer dans une domination marchande où celui qui crie le plus fort a raison. Moi, je suis très inquiet d'un truc New Age qui va arriver avec derrière des financiers. Il va y avoir des grands centres de thérapie holistique. On aime bien ça, hein, mais derrière, ce ne sont pas du tout des gens bienveillants. Ils vont vendre de la soupe très chère et vont prendre dominance, et puis je n'exclus pas les sectes et tout ce qu'on veut. Donc il y a nécessité quand même d'aller dans cette évaluation, mais en gardant le concept. On a très vite, nous, pris cette référence que vous connaissez. Alors pourquoi cette référence? Parce qu'il y a un triptyque, le physique, le mental et le social. Et le but d'un ostéopathe, c'est de permettre cette réhabilitation de l'état de santé ou de conserver cet état de santé auprès des patients. C'est clairement dit par l'OMS, on ne va pas s'en priver. Dans notre travail, là je vais aller assez vite parce qu'on pourra le revoir après, dans notre travail sur le concept, il y a quand même une chose sur laquelle nous sommes relativement intraitables, c'est la notion de sécurité du patient. Et là, très vite, vous allez au niveau de la formation. Voilà, sécurité du patient égale formation. C'est-à-dire qu'un ostéopathe bien formé est capable de recevoir un patient en premier rang de consultation et est capable de faire un diago différentiel. Donc là, en France, par exemple, on peut avoir des diplômes. Ce qu'on fait, nous, on travaille avec l'hôpital de Pontoise. Nos étudiants sortent avec un diplôme qui valide leur capacité à gérer une situation de crise avec un patient. Il y a quand même une chose qui est importante à noter, c'est les critères de gravité et d'urgence. Pour qu'on retire un patient, il y a ces deux phénomènes. Il y a la gravité, mais il y a l'urgence de la gravité. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que nos étudiants et les jeunes ostéopathes et ceux qui arrivent seraient bien tranquilles dans une sorte de bobologie gentille. C'est-à-dire qu'ils ont de la gravité tout le temps. Il n'y a pas d'urgence. Hein. Oui, ce patient, il est hypertendu, il est obèse, il a un cancer, il a tout ça. Ouais, d'accord. Et où est l'urgence? Et pourquoi on ne le prendrait pas en charge, ce patient? Et là, il y a un vrai travail à faire pour différencier la notion de gravité et gravité-urgence. Et là, du coup, on travaille en partenariat très efficace. On travaille avec beaucoup de médecins, les hôpitaux et tout ça, sans problème. C'est-à-dire qu'on transfère auprès d'eux les patients qui vont bénéficier de leur capacité à traiter. La médecine classique est extrêmement efficace, elle est remarquable. Il faut travailler avec elle.
dans les 5 à 10% de cas où elle est efficace. Alors sur la notion de globalité, alors ça encore c'est un mot, vous entendez bien que si on n'habille pas ce mot et si on ne met pas un contenu à ce mot, tout le monde le dit, quoi. Alors c'est l'unité du patient, là on retrouve, j'ai pas c'est style, c'est tout le monde, on est tous d'accord. On va voir après sur cette question d'unité, c'est l'histoire du patient. Alors ça, c'est pas uniquement antécédents médico-chirurgicaux, l'histoire du patient, c'est l'histoire complète du patient. Et l'environnement du patient est extrêmement importante aussi. Alors la globalité, on a petit à petit, et on verra à tous les points de vue, défini un milieu intérieur non sectorisé. Alors ça, c'est pour nous un cheminement lié à la notion d'individualisation de la vision du patient. C'est que ce milieu intérieur est quelque chose d'unique. Et on essaye de travailler actuellement dans les espaces de sciences fondamentales, à aller chercher dans les sciences fondamentales la part unique, la part propre du patient, et pas la part standardisée moyenne. Alors c'est un gros challenge dans les sciences comme ça, c'est d'aller voir en biocell, en bioche, tout ça, quelle est la part qui est la part propre de l'individu. Pareil, l'unité du corps, il n'y a pas de différence corps-esprit, corps-âme, tout est ensemble. Alors on est aussi, nous, très sensibilisés à la psychosomatique, on travaille en partenariat avec la faculté René Descartes. Nos étudiants ont un DU de psychosomatique et ils ont près de 450 heures de formation en psy. Donc c'est des bons, je pense, ce sont pas mauvais psychologues cliniciens. Et on a tout à fait amené ce thème-là. Il s'avère que dans ce partenariat, on a affaire aussi à des gens qui ont une tendance à séparer esprit-corps. Et je vous invite à réfléchir avec vos patients dans quelles problématiques ils sont. Quand on leur dit c'est psychosomatique, en faisant une résonance que c'est uniquement dans la tête, vous voyez ces patients désemparés, je suis fou, ça n'existe pas, c'est dans la tête, ils n'ont plus d'outils. Notre but, c'est de réincarner cette notion-là pour que ces patients aussi puissent avoir quelque chose dans les mains et quelque chose à saisir. Alors l'interactivité entre les différentes structures, ça c'est l'ostéopathie. Ce qu'on rajoute, c'est la circulation d'informations. Alors c'est notre grand, ça a mis des années pour voir ça, c'est qu'on a quitté complètement la notion mécaniste de la vision de l'homme et on est arrivé maintenant à une notion plus de type échange d'informations et de gestion des informations qui arrivent dans le corps. Si on prend ce qu'a montré Yves ce matin, là il montre comment ça fonctionne de façon efficace. Si ça ne fonctionne pas bien, on constate une perte de qualité de mouvement. La question ostéopathique, c'est qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas bien? La réponse n'est pas parce que j'ai vu que ça ne fonctionnait pas bien au niveau des cervicales que c'est là que ça se passe. On est bien d'accord. Dans notre façon de travailler, on a observé que petit à petit, sur des interventions minimales, on pouvait dans un temps très rapide, validé par le résultat des tests, des modifications importantes de type mobilité cervicale. L'explication mécaniste ne tient plus. Si je lui fais un petit travail quelque part sur un orteil ou sur un globe oculaire et que d'un seul coup je gagne 70% d'amélioration de mobilité, et que vous me dites « Ah oui, oui, tu sais, c'est des chaînes, c'est tout ça », c'est pas recevable. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Alors il y a des phases lentes, il y a des phases rapides. Dans les phases rapides, qu'est-ce qui se passe? Et là, on ne sait pas. Alors nos sujets de recherche, vous voyez qu'on en a pour 20 ans, nos sujets de recherche, c'est qu'est-ce que c'est que cette information qui circule? Yves Laval est allé faire un séminaire de 2 jours pour essayer de comprendre les histoires de protéines circulantes. À la fin de la première journée, il m'a appelé en disant qu'il avait la tête qui fumait trop et qu'il n'arrivait à plus suivre l'histoire. Mais là, on demande à des professionnels de nous aider. Moi, on n'est pas des chercheurs là-dedans. Mais on va leur dire, voilà, nous, on a ce problème-là, il faut nous aider. C'est de la recherche avec des partenariats de recherche. Alors, évidemment, la conclusion de l'interactivité des structures, si vous êtes d'accord avec la globalité,